Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les membres du gouvernement se sont réunis en conseil ordinaire des ministres ce matin sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs points étaient au menu de ce conseil des ministres. Le compte rendu du conseil ordinaire des ministres avec le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Compte rendu du conseil des ministres. Le conseil ordinaire des ministres s'est réuni ce jeudi 24 mai 2012 sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le conseil a adopté 4 projets de loi et rejeté un projet de décret. Au titre du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, le Conseil a examiné et adopté 3 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de financement du projet de construction d'un complexe industriel d'exploitation de l'Umina à Yarmaya, l'accord de prêt relatif au financement du projet de développement des villages durables signé entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et l'accord de prêt relatif au financement du projet de développement des villages durables signé entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque islamique. Tous ces projets pilotes concourent au développement local et au mieux-être de la population. Ils prennent en compte essentiellement les aspects liés à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à l'agriculture et à l'élevage. Au titre du ministère, secrétariat général du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. En effet, la clôture de la présente session parlementaire étant prévue pour le 4 juin prochain, l'adoption de ces projets de loi permettrait au gouvernement d'assurer la continuité et le fonctionnement normal des institutions de l'État pendant l'intercession, et ce conformément à l'article 125 de la Constitution. Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil a examiné et rejeté un projet de décret portant adoption du plan stratégique national de riposte au sida pour la période 2012-2015. Pour le chef de l'État, le plan soumis à l'attention du Conseil n'est pas innovant, en ce sens que ce plan reprend les anciens qui ont démontré leurs limites. Car, a-t-il ajouté, malgré les énormes ressources injectées dans la lutte contre le sida, le taux de séroprévalence va crescendo. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a instruit les chefs du département de la santé à réévaluer la situation et de trouver une démarche innovante qui prendra en compte les porteurs du sida et les victimes collatérales que sont les veuves et les orphelins. En clair, il nous faut pour le Tchad un plan stratégique dynamique qui rompt avec la routine. En cela, tous les acteurs impliqués sont sollicités. Commencé à 10 h, le conseil a pris fin à 11 h 15. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a visité cet après-midi le chantier de construction des pylônes électriques de haute tension devant Relier Yarmaya N'Djamena. Nassour Nouditi nous fixe sur les détails de cette visite. C'est pour s'enquérir de la bonne exécution des travaux de construction des pylônes électriques de haute tension devant Relier Yarmaya N'Djamena que le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est rendu ce jeudi 24 mai à Lamadi pour toucher du doigt les réalités sur le terrain. À son arrivée, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a été accueilli par le Premier ministre Emmanuel Nadingar, qui avait à ses côtés pour la circonstance quelques membres du gouvernement et le coordinateur général chargé des négociations et de suivi des projets avec la République populaire de Chine, Hassan Borgo, ainsi que quelques techniciens chinois chargés d'exécuter les travaux sur le terrain. Le constat qui se dégage de cette visite présidentielle est que les 11 pylônes haute tension reliant N'Djamena à Yarmaya sont déjà installés. Il ne reste plus que les câbles. Une station de substitution est en construction à Lamadi pour recueillir les 20 MW d'électricité
produit par la raffinerie de Djarmaya. À côté de l'Amadi, 3 autres stations de substitution sont installées, notamment à Garangousso, Gassi et N'Djamena. Tout en félicitant les techniciens chinois pour le travail remarquable accompli sur le terrain, le chef de l'État les a instruits à accélérer le rythme des travaux pour que les 20 MW de la raffinerie de Djarmaya soient disponibles dans les foyers ndjamenois d'ici à quelques mois. Avec la finalisation de la nouvelle centrale électrique de toute première gamme, dénommée Farsha 2, d'une capacité de 60 MW, et celle de 21 MW installée en 2008, le tout connecté au réseau de transport et de distribution existant, dont la capacité est estimée à 20 MW, le délestage permanent et intempestif sera bientôt pour les N'Djamenois plus qu'un vieux souvenir. À l'issue donc de cette visite, le président de la République s'est prêté aux questions de la presse. Il a dévoilé sa stratégie à court terme pour résoudre la crise énergétique au Tchad. Nous allons donc vous proposer un extrait de cette interview au cours de cette édition. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a accordé une audience ce midi au ministre d'État centrafricain des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Karim Mekassoua. La coopération entre le Tchad et la Centrafrique dans le domaine des nouvelles technologies de l'information est au centre des préoccupations. Le compte rendu de cette audience avec Assira Nambatingar. Arrivé dans la capitale tchadienne pour le séminaire de structuration juridique et institutionnelle du programme régional de réseau de communication à fibre optique d'Afrique centrale, le ministre d'État centrafricain des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information, Karim Mekassoua, a jugé bon de rendre la politesse aux hautes personnalités de la République. C'est son homologue tchadien, Jean Baouyo Alingué, qui l'a accompagné sur le chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar. C'est en présence de quelques-uns de ses proches collaborateurs que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu le ministre d'État centrafricain. Tout porte à croire que les discussions entre les deux hommes ont porté sur les bonnes coopérations qui existent entre leurs pays respectifs. Séminaire sur la fibre optique, oui, mais le ministre d'État centrafricain veut joindre l'utile à l'agréable. Le Tchad et la Centrafrique sont deux pays enclavés, mais le Tchad vient de faire un bond qualitatif en matière de fibre optique. Un moyen de désenclavement qui intéresse bien la Centrafrique. Ce qui m'a amené aujourd'hui, c'est toujours avec le ministre chargé des technologies de l'information et de la communication, signer un mémorandum d'entente entre la République centrafricaine et le Tchad pour la fibre optique, un réseau à haut débit dans les télécommunications, traditionnellement appelé par l'homme public l'autorité de l'information. Et vous savez, nos deux pays sont des pays enclavés, mais le Tchad a pris une bonne et heureuse longueur d'avance et nous sommes là pour pouvoir vraiment nous inspirer de toutes les étapes que le Tchad a suivies pour pouvoir arriver à cette situation. Karim Mekassoua quitte la primature très rassuré de l'engagement des autorités tchadiennes dont le soutien n'a jamais fait défaut à la Centrafrique. Unis par l'histoire et la géographie, le Tchad et la Centrafrique seront bientôt unis par la fibre optique. La coopération entre le Tchad et la Centrafrique est très agissante dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Les ministres en charge des postes et des nouvelles technologies de l'information des deux pays ont planché sur le document cadre de coopération en matière de fibre optique soumis à leur appréciation par les experts. La réunion ministérielle Tchad-RCA s'est déroulée à l'hôtel Kempeski. Le point avec Grangacham Irima. C'est dans une grande satisfaction que s'est achevée la validation du rapport final des modalités de structuration du projet Central Africa Backbone, projet CAB. Durant 3 jours, les experts tchadiens et centrafricains ont passé en revue les documents soumis à leur approbation. Les documents relatifs à l'élaboration du mémorandum d'entente à la construction des infrastructures de télécommunications entre le Tchad et la République centrafricaine. Ces échanges ont permis aux experts de débattre des éléments du cahier de charges techniques provisoires, du chronogramme des actions à engager et l'harmonisation des licences d'exploitation. Le projet Central Africa Backbone est une initiative de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui vise à réduire la fracture numérique
entre les États membres d'une part et d'autre part l'armée à la toile. Le mémorandum d'entente prévoit également la durée de la concession, la participation de l'État au capital de la société CAB internationale. Bref, le séminaire de N'Djamena a permis de franchir une étape importante dans la réalisation du projet sous-régional. Le mémorandum sur la situation juridique et institutionnelle du projet fibre optique a été donc peaufiné, comme vous l'avez suivi, par les experts tchadiens et centrafricains pendant pratiquement 3 jours. Et les ministres ont également jeté un coup d'œil sur ce document. Nous retrouvons encore une fois de plus Grand Gatcham Irima. Né de la volonté des deux États de rapprocher leur peuple par le biais des outils des nouvelles technologies de l'information, le Tchad et la Centrafrique, à travers les deux ministres en charge de ces secteurs, passent en revue le mémorandum d'entente pour l'exécution du projet central Africa Backbone. Et pour cette rencontre capitale, le ministre d'État, ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de la Centrafrique, Abdou Karim Mekassoua, a fait le déplacement de N'Djamena. Sa visite marque ainsi une étape décisive dans le processus de réalisation des infrastructures devant contribuer au développement de la sous-région Afrique centrale dans le cadre du projet CAB. Les partenaires privilégiés du Tchad sont aussi présents à ces assises. En effet, durant 3 jours dans la capitale djamenoise, les experts tchadiens et centrafricains ont plongé sur le mémorandum d'entente pour l'exécution du projet Central Africa Backbone. Aujourd'hui, il est donc question pour les ministres de peaufiner les documents servant de cadre de coopération. Au regard des ambitions qui nourrissent nos États, nous mesurons à juste titre l'importance de l'analyse pertinente du mémorandum d'entente entre le Tchad et la République centrafricaine qui vise à poser les bases d'une nouvelle coopération avec comme incidence majeure l'amélioration qualitative du système de communication de nos États. La réduction de la fracture numérique est un défi majeur qui invite à une réelle mobilisation et une mise en œuvre effective et cohérente des stratégies élaborées par le ministère concerné. Le mémorandum d'entente situe les enjeux du projet CAB et son intérêt pour le bien-être de la population. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, prend part depuis 2 jours aux travaux des parlementaires africains qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. À travers cette rencontre, l'Afrique veut parler d'une seule voix. Un reportage de Saint-Tiche Mantard. L'Afrique est riche de sa culture, de sa diversité et surtout de ses enfants installés tant sur le continent qu'à l'extérieur. C'est cette multitude de richesses qui a été célébrée durant 2 jours au Parlement panafricain. Les députés des pays membres de l'institution ont pu rencontrer leurs pairs de la diaspora et échanger avec eux sur le devenir du continent noir. Pour Dr Idriss Moussa Ndélé, le président du Parlement panafricain, le sommet parlementaire mondial de la diaspora africaine n'est pas fortuit. Il devait permettre d'établir des liens institutionnels entre les députés et les emmener à parler d'une même voix sur les questions touchant l'Afrique. Les députés représentant l'Europe, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Amérique du Nord, les organisations de la société civile et même les institutions internationales se sont relayés pour soutenir la volonté de l'Afrique de converger vers un développement commun. Ce développement justement repose tant sur les Africains du continent que ceux de la diaspora, a souligné le président de l'Assemblée nationale tchadienne qui a fait une communication sur la diaspora et les questions commerciales. Selon Dr Haroun Kabadi, les Africains de la diaspora soutiennent déjà le développement de leur pays par les transferts d'argent et les investissements. À présent, il s'agit de leur offrir un meilleur cadre pour investir encore plus et surtout mettre à la disposition de leur communauté leur savoir et leur expérience. L'un des moments forts du sommet parlementaire mondial de la diaspora africaine a été l'intervention de Dr Julius Garvey, fils de Marcus Garvey, considéré comme le précurseur du panafricanisme. Il a partagé la vision de son père, celle de voir l'Afrique libre de toute oppression et surtout unie. Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a organisé ce matin à l'intention des députés une journée d'information sur les activités qu'il mène au Tchad. Cette journée d'information a permis aux élus du peuple de comprendre et d'apprécier à sa juste valeur les interventions du CICR au Tchad. Les détails avec Doba Robert. Il est question au cours de cette rencontre pour le Comité international de la Croix-Rouge d'informer et de sensibiliser les élus du peuple sur les activités qu'il mène au Tchad.
Le CICR se fixe pour mission de protéger et d'assister les détenus, les blessés par balles, les victimes de mines et les familles séparées suite au conflit du Darfour. Il intervient également en faveur de la population civile de l'Est du Tchad. Le CICR prône en outre le respect du droit international humanitaire. Institution apolitique et indépendante, le CICR œuvre inlassablement en vue de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. Justifiant le choix de cette journée à l'intention des élus du peuple, les responsables en charge du CICR soutiennent que ceux-ci jouent un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit d'adopter des textes de loi liés aux besoins de la population. Il y a très longtemps que le CICR est ici au Tchad, mais il y avait à peu près 5 ans que nous n'avions pas rencontré l'Assemblée à un niveau officiel. Donc cette matinée nous a permis un échange qui était particulièrement fructueux, surtout au niveau du mandat du CICR, au niveau du droit international humanitaire. Bon à savoir, le CICR est présent au Tchad depuis 1978. Il dispose de 2 sous-délégations qui sont basées à N'Djamena et à Béché. Comme vous le savez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a visité cet après-midi le chantier de construction des pylônes électriques de haute tension devant relier Djarmaya N'Djamena. À l'issue donc de cette visite, il s'est prêté aux questions de la presse, et je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Il a donc dévoilé sa stratégie pour résoudre à court terme la crise énergétique au Tchad. Il est au micro, le chef de l'État est donc au micro de Nassour Moudjiti. C'est un projet extrêmement important qui coûte 130 millions de dollars, qui sont des ressources partiellement du Trésor et partiellement d'Exim Bank. Ça consiste de faire une boucle pour couvrir l'ensemble de la ville de N'Djamena. Ça, c'est la haute tension qui arrive. Vous avez des anciennes installations qui sont des installations de basse tension qui ne peuvent pas donc, même si on l'amenait aujourd'hui l'électricité de Djarmaya, nous ne pouvons pas consommer parce que notre système même c'est un système de basse tension. Donc il faut faire une boucle pour sortir de l'autre côté du fleuve et alimenter le 9e arrondissement qui va se terminer dans 8 mois je crois déjà. Nous aurons à utiliser les 20 MW qui vont venir de Djarmaya. Ils vont être aussi connectés à la centrale ici de N'Djamena. C'est extrêmement important. C'est vrai que le pays a trop souffert, la ville a trop souffert. Pas seulement N'Djamena, l'ensemble du pays a besoin de l'électricité. Vous ne pouvez pas parler du développement économique d'un pays sans l'électricité. L'électricité en abondance et à moindre coût. Ce que nous visons, c'est cela. Ça sera de douloureux souvenirs. Je pense que les coupures d'électricité et autres dans quelques mois. Il faut reconnaître que nous n'étions pas du tout préparés, et moins encore avoir des ressources suffisantes. Autrement dit, nous devrions nous préparer pour faire une interconnexion sur l'ensemble du pays. Ce sont des pylônes comme ça qui doivent sillonner l'ensemble de nos routes pour faire en sorte que toutes les villes soient électrifiées. Je pense que c'est le schéma directeur qui va se mettre en place dans les années à venir, c'est ça. Mais l'avenir du Tchad, le développement économique du Tchad, il va de ça que c'est de l'électricité. Raoul González Blanco, la star du football, séjourne au Tchad. L'ambassadeur de bonne volonté de la FAO est arrivé au Tchad dans le cadre du programme Urgence Sahel, un programme pour lutter contre la faim. Hier, Raoul González Blanco a effectué une descente dans la région du Kanem pour se rendre compte de la situation alimentaire qui prévaut dans la région. Un reportage de Elvis Tabou. Il a parcouru des kilomètres
braver la chaleur pour venir dans le Tchad profond, à la porte du Sahara, s'imprégner du quotidien des habitants de Mao et ses alentours. Raoul Gonzalez, la star du ballon rond, est venu aussi toucher du doigt les réalités des populations et échanger avec elles. Une manière pour lui de bien préparer un plaidoyer pour une sécurité alimentaire dans la région. Nous sommes à Eri Toukouli, village situé à environ 10 km de Mao. Dans cette oasis, les femmes organisées en groupement ont reçu le soutien de la FAO. Dans ces champs où elles travaillent, maïs, manioc, oignons, betteraves et plusieurs autres aliments poussent. Un effort pour joindre les deux bouts, mais un effort qui parfois ne suffit pas. Ici, la situation alimentaire est critique. Elle s'est davantage compliquée avec l'accroissement de la population dû au retour de la Libye de certains ressortissants de ce village. Ceci suite aux événements qu'a connus ce pays. Pour faciliter la réinsertion de ces derniers dans leur nouvelle vie, la FAO a remis des chèvres, mais aussi du son de blé et des tourteaux pour l'alimentation du bétail. L'ambassadeur de bonne volonté de la FAO, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation et le gouverneur de la région du Kanem ont procédé à la remise des dons à la population. Dans la bande sahélienne, la campagne agro-pastorale 2011-2012 est déficitaire, une situation que les enfants payent très cher. L'on enregistre parmi eux un grand nombre de malnutris. Malgré cette situation difficile, la population garde toujours son sens du partage et de l'hospitalité. Après avoir écouté les doléances du sultan du Kanem, Raoul Gonzalez promet ne ménager aucun effort pour plaider le sort de la région auprès des organisations internationales. Mais en attendant, un petit match dans la cour du gouvernorat avec les enfants du centre de football de Mao. De retour du Kanem, Raoul Gonzalez Blanco a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria. Juste après cette visite, il a animé une conférence de presse. La synthèse de toutes ces activités avec Elvis Tabo. L'Union européenne et la FAO en visite de courtoisie au ministère de la Jeunesse et Sport. Dans cette délégation reçue par le ministre Haïkal Zakaria, la star du football Raoul Gonzalez. Il porte à cette occasion une double casquette, celle de la vedette du football, mais aussi et surtout celle d'ambassadeur de bonne volonté de la FAO. De la campagne lancée pour lutter contre la faim dans la zone sahélienne à sa visite à Mao, une zone en proie à l'insécurité alimentaire, les échanges qui se sont déroulés ont aussi concerné le sport roi, quoique n'étant pas le sujet principal du jour. Le ministre de la Jeunesse et du Sport et son staff ont saisi l'occasion pour ouvrir des perspectives de partenariat entre la star et le ministère, ceci principalement à travers la formation des jeunes. Juste après cette rencontre, la délégation a animé une conférence de presse dans un hôtel de la capitale. Conférence de presse au cours de laquelle les intervenants ont situé les journalistes sur les actions de l'Union européenne et de la FAO au Tchad pour lutter contre la faim. Des actions qui portent des fruits, même si les résultats sont loin d'être une réponse totale à l'insécurité alimentaire. Raoul Gonzalez, qui évoluera désormais dans le championnat qatari, compte aussi sensibiliser les personnalités et les institutions de ce pays sur la situation alimentaire qui prévaut dans le Sahel et dans une partie du Tchad. Pour achever en beauté son séjour au Tchad, Raoul Gonzalez s'est rendu cet après-midi au stade Idriss Mahamat Ouya où il a eu droit à un bain de foule. Raoul Gonzalez ne s'est pas empêché de toucher au ballon rond sur la pelouse du stade Idriss Mahamat Ouya. La star espagnole a joué avec les jeunes de l'école de football de Farsha. Il a même inscrit un but sur penalty. Au terme de la rencontre, l'ancien capitaine de Real de Madrid a procédé à la remise des trophées. Bon à savoir, comme l'a dit Elvis tout à l'heure, Raoul Gonzalez évoluera la saison prochaine au Qatar. Dans l'opposition armée depuis 2004, Al-Bissati Saleh Al-Azam vient de regagner le Bercail. Médecin de formation, Al-Bissati Saleh Al-Azam se dit satisfait de regagner le pays pour participer aux efforts de développement. Il demande aux opposants toujours en exil de saisir la main tendue du chef de l'État. Si je suis revenu, j'ai compris que rester à l'extérieur, on n'apporte pas un changement. Du moins, un changement attendu par le peuple tchadien.
Donc, il va falloir adopter une autre stratégie de lutte pour un changement positif. Je dis un changement positif parce que un changement c'est un changement peut-être négatif. Hein? Donc, je parle d'un changement positif. Donc, il va falloir peut-être, pas seulement en ce qui concerne le Dr Al-Bissati, je ne peux rien faire seul. Hein? Je ne peux rien faire. D'ailleurs, moi, même si j'ai cette possibilité, et mes camarades le savent, je ne travaille jamais seul. Je n'ai jamais aimé travailler seul. J'aime pas ça. Voilà. Parce que j'ai horreur des critiques. Donc j'aimerais qu'on travaille tous ensemble. Et quand ça ne marche pas, c'est tout le monde qui est critiqué, pas seulement la personne d'Al-Bissati. Quelques-uns qui pensent que venir pendant que la révolution est pratiquement éteinte, elle est éteinte, ça les gêne un peu, c'est une sorte d'amour propre, quoi. Et je crois que si la question concerne la patrie, il n'y a pas d'amour propre. Il faut qu'ils viennent. Mais je dois leur dire encore une chose, que quelqu'un me l'a dit, et c'est vrai. S'ils aiment réellement le Tchad, ils n'ont pas à venir. Qu'ils fassent fi de ce qu'on peut dire d'eux. Ils doivent comprendre que dans ce pays-là, tout le monde n'est pas vraiment, comment dirais-je, content de les voir revenir. Hein. Ça, il faut que le comprenne. Il y a des gens, et j'ai discuté de cela avec le médiateur, ça se fait encore partout, et c'est vrai. Parmi lesquels ça peut être vos propres parents ne veulent pas venir, parce qu'il y a un esprit mercantile ici. S'ils aiment le Tchad, ils n'ont pas venir. Il y a beaucoup de gens dont de très hautes personnalités ne veulent pas les voir, parce qu'ils les dérangent. Et donc ils n'ont pas venir, eux-mêmes. C'est un plus pour eux. Quels sont les services que la direction d'accès aux droits du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la bonne gouvernance offre aux usagers? La réponse à cette question dans ce reportage signé Kadnouba Toufil. Aucun citoyen ne peut être au-dessus de la loi. Tel est le leitmotiv des responsables en charge de la justice, de l'assainissement public et de la bonne gouvernance. Pour traduire dans le fait cette volonté, qui est aussi celle des plus hautes autorités, il a été créé par décret numéro 433 en date du 22 mars dernier, la direction d'accès aux droits. Il comprend deux services. Le service de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. Le service d'information sur les citoyens est chargé d'assurer l'accueil, l'information du public sur le fonctionnement général des services publics et des services judiciaires et pénitentiaires. Selon le directeur adjoint Abakar Bar Mahamad Itno, 3 antennes de liaison de cette direction sont installées à N'Djamena, Moundou et Abéché. En attendant le fonctionnement de ces antennes de liaison, la direction générale, qui est fonctionnelle depuis près d'1 mois, reçoit quotidiennement des plaintes. On s'est réveillé d'un bon matin à 5 heures comme ça, la gendarmerie était débarquée au nombre de plus d'une vingtaine de voitures. Et on nous a déverpi, toute la population est dehors. Mais on a demandé quel est le problème. On nous a dit ce terrain, ce quartier appartient à une personne qui a 1000 bords. Nous, on a directement saisi ici la justice. On est venu voir le ministre et le ministre nous a mis en contact avec la direction d'accès des droits. Une boîte de suggestion est installée à l'entrée du bâtiment du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la bonne gouvernance. Cette boîte permet de collecter les suggestions et les propositions des usagers afin de les intégrer pour mieux accomplir les missions assignées à cette direction. La mairie de N'Djamena et son partenaire, l'Agence française de développement, ont présenté ce matin le plan d'action de l'Agence 21. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Kadnouba Théophile. La ville de N'Djamena doit refléter l'image d'une capitale digne de ce nom. Tel est le vœu des autorités municipales qui ont présenté ce matin aux hommes des médias le plan d'action de l'agenda 21. Un document qui, selon le maire de la ville de N'Djamena, est un outil cohérent de référence. Il se fonde sur certains
principes d'élaboration, notamment en termes de phasage et d'implication des différentes parties prenantes, et s'inspire des objectifs du millénaire pour le développement. De nos jours, de nombreuses villes souhaitent donc se doter d'un tel document pour pouvoir adapter leur développement aux spécificités et contraintes sociales et environnementales. Un avis partagé par le directeur général de l'Agence française de développement AFD, principal partenaire de la mairie de N'Djamena, qui a financé entièrement l'étude de ce plan d'action. Pour Jean-Marc Broder, l'accroissement démographique de la ville de N'Djamena est un argument de taille pour la mise en œuvre de cet agenda. L'AFD a financé avec le ministère de la Santé cette année une étude très approfondie sur l'analyse de la démographie du pays et c'est très bon. La tendance de croissance à N'Djamena, elle est plutôt de l'ordre de 5% par an, quoi. Et donc la ville de N'Djamena a des défis considérables à relever. Cet agenda 21, considéré par les autorités municipales et leurs partenaires comme un outil de référence pour une ville moderne, comporte 5 thématiques. Il s'agit de la protection et la valorisation des berges des fleuves Chari et Logone, l'aménagement d'espaces de détente et de sport, la lutte contre la pollution des sols et des eaux, la promotion des mobilités douces et l'atténuation des changements climatiques. Point final à cette édition. Demain, en lieu et place, vous retrouverez Djibril Seyd Ema. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.